Avec ma sœur, on aime beaucoup l'univers de la K-pop. Et ce qui se passe en coulisses est parfois digne d'un fait divers. Certains artistes sont essorés comme des citrons, autorisés à ne dormir que 3 à 4 heures par nuit, traités comme des moins que rien, sans même voir la couleur d'un seul centime, des mois voire des années durant. La célébrité a un prix et il est parfois mortel pour ses idoles. Alors quand les 4 membres du groupe 50-50, un groupe émergent au succès aussi improbable que Tony Truant, se sont retournés contre leur maison de disques, dénonçant entre autres choses des conditions de travail indignes, des détournements d'argent, eh bien ça a rappelé à nombre de fans de K-pop de trop mauvais souvenirs. Alors c'est tout un élan de solidarité qui s'est formé autour d'elle, mais la réalité s'est avérée bien plus complexe. Et la chanson qui a fait leur succès, Cupid, ne pouvait pas mieux porter son nom. Et l'affaire est si révoltante que bien que récente, un projet de loi du nom de 50-50 a été déposé en Corée. Découvrez aujourd'hui la triste et incroyable histoire des 50-50. J'ai décidé de me faire plaisir cette semaine et de vous faire pénétrer dans mon monde, ou plutôt dans notre monde. À vrai dire, ma sœur s'intéresse à la K-pop depuis bien plus longtemps que moi, au bas mot une vingtaine d'années, et personnellement, il est vrai, je me suis intéressée aux coulisses de la K-pop bien avant de m'intéresser aux musiques. Et pour cause, vous allez comprendre pourquoi les coulisses sont sombres. Mais elles sont très très sombres. Et pour moi, ça a tout à voir avec ce que j'aime tant, le fait divers. Et disclaimer pour les fougueux passionnés de K-pop qui passeraient par là, no hate, s'il vous plaît. Voilà, on a la chance d'avoir une communauté mature qui sait dire les choses avec respect quand ça ne va pas. Alors s'il vous plaît, faites-en de même. Ce sujet va s'axer en 2 parties. La première va être une sorte de rétrospective sur les coulisses de la K-pop, ce qui vous donnera une meilleure vue d'ensemble pour comprendre l'affaire qui concerne les 50-50. En bref, et je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, ce qu'il faut savoir, c'est que les 50-50 sont un groupe sud-coréen créé par une petite maison de disques, alors inconnue au bataillon. Ce groupe a été créé par un homme qui avait un rêve, celui de créer un girls group. C'était un pari statistiquement presque perdu d'avance, puisque de 1, créer un groupe de K-pop, ça coûte des millions, et je parle en dollars, donc ce n'est pas à la portée de toutes les bourses, raison pour laquelle le marché est principalement occupé par des mastodontes tels que YG, HYBE, JYP ou encore Cube Entertainment. Mais cet homme a voulu y croire, il a même investi toutes ses économies, et il a réussi à défier les statistiques puisque son groupe va connaître un succès retentissant, notamment grâce à TikTok, qui va populariser la version accélérée de leur tout premier titre, Cupid. Et qui dit rayonnement mondial, dit retombées financières astronomiques, mais patatras. Voilà que seulement 8 mois après leur lancement, les 4 filles du groupe vont pousser la porte d'un commissariat et déposer plainte contre lui. Dès lors, 2 camps vont s'opposer, mais pour mieux comprendre cette histoire, il est important que je vous explique comment fonctionne l'industrie ô combien redoutable de la K-pop. Restez bien assis et cramponnez-vous à votre siège. Bienvenue dans les coulisses impitoyables du show business à la sauce coréenne. Il faut savoir que les K-pop idols sont connues pour être de redoutables machines. Elles s'entraînent d'arrache-pied des années pour pouvoir effectuer des chorégraphies incroyablement synchronisées. Et je dois vous avouer que mes préférés sont les J-Friend. Ça a l'air pas si difficile que ça, vu comme ça, mais ça demande un travail de forçat et le tout en chantant. Et quand tu tombes, ici, par exemple, à cause d'un sol trempé, tu ne fouines pas. Non, tu te relèves et tu continues. Tu pleureras en coulisses. Et arriver à un tel niveau de performance nécessite parfois toute une décennie d'entraînement. Rosé des Blackpink, par exemple, s'est entraîné 8 ans au sein de la YG. C'est pour ça que le groupe Catchy, qui a été le premier groupe étiqueté étranger, avait été raillé à son lancement. Alors moi j'aimais bien leur première chanson, mais il est vrai qu'elles manquaient clairement d'entraînement. Elles se sont pris une rafale de moqueries et de haine à la figure. Déjà, une seule était coréenne et elle n'était pas passée par ce long et douloureux processus de formation. Donc si vous avez la chance d'être casté en tant que trainee, à savoir apprenti idol, vous allez littéralement sacrifier votre adolescence. Être séparé de votre famille, être peut-être même déscolarisé. Or, vous imaginez bien que toutes et tous n'y arriveront pas, et pour cause, il y a énormément de prétendants et peu d'élus.
La belle Han So-jin, par exemple, décidera d'en finir après avoir raté de justesse sa toute dernière chance de devenir idol, après des années et des années d'entraînement. Elle se jettera du 10e étage à l'âge de seulement 22 ans. Et 22 ans, c'est jeune, mais dans ce monde-là, vous êtes déjà considérés comme périmés. Sans compter que pour avoir délaissé leurs études, certaines trainees sans aucun bagage scolaire et sans avoir eu la chance de débuter, se tourneront par exemple vers les salons d'hôtesses, ce qui n'est la plupart du temps ni plus ni moins que de la prostitution. Sans compter qu'on a vu des cas où des trainees avaient été poussées à servir de 4 heures à des investisseurs potentiels, puis elles avaient ensuite été jetées comme des malpropres pour permettre de faire débuter d'autres trainees qui, elles, ont un passé propre, chercher l'erreur. C'est abject. Ces filles, à qui on a fait miroiter des débuts, ont juste servi à financer d'autres filles. Mais on va y revenir sur la sacro-sainte réputation des idoles. Et pour pouvoir exploiter les idoles le plus longtemps possible, dans le cas où elles percent, et parce que généralement les succès sont éphémères, les trainees sont recrutées et lancées le plus tôt possible. De nos jours, elles peuvent faire leur début avant l'âge de 14 ans, qui était pourtant auparavant une sorte de limite tacite. On sujet que c'était inapproprié de les faire débuter avant. Seo-won, par exemple, a fait ses débuts cette année à l'âge de 13 ans, en sachant qu'elle a été sous le feu des K-pop projecteurs dès l'âge de 12 ans. Alors question, est-ce normal de faire danser des prépubères en mini-jupe, résille et crop top? Et tant qu'on y est, arrêtons-nous 2 secondes sur les outfits du groupe Elite. C'est l'un des derniers groupes à avoir été lancé et ce sont carrément des tenues de bébé. On est passé des outfits de Lolita à des outfits de bambins. Et croyez-moi, j'ai cru rêver quand j'ai vu ça. J'aime bien les Elite, mais j'ai pas compris ces tenues. Elles étaient pour moi trop tendancieuses. Et ces jeunes trainees isolés, il faut bien les loger, les nourrir, allouer des salles pour leurs entraînements, payer des professeurs, etc., etc. Ce qui fait qu'à l'image des pauvres mannequins de l'Est, quand les heureuses trainees feront leur début, alors je précise que quand je parle de trainee, c'est parce que c'est un mot féminin, mais ça concerne les garçons comme les filles. Eh bien, ces trainees ne toucheront pas 1 centime à leur début, parce que oui, tout ça, ce n'est la plupart du temps pas gratuit, non, non, non. Nombre de maisons de disques se remboursent avec les premiers cachets des idoles. Et certaines se retrouvent même endettées dans le cas où pour X ou Y raison, elles ont cassé leur contrat d'exclusivité. On va les faire rembourser cet argent avancé. Prenons l'exemple de celle dont on parlera plus tard plus en détail. C'est Kyla, la membre des Pristine. Il se murmure que pour pouvoir quitter son groupe, la pauvre était lynchée comme j'ai rarement vu à cause de son poids, eh bien il se murmure que sa famille a dû donner à l'agence une somme qui correspond à ce que coûte une voiture. Et durant ces années d'entraînement acharné, loin des leurs, ces trainees, qui ne sont alors ni plus ni moins que des adolescents, sont logés dans des conditions souvent difficiles. Prenons l'exemple de la youtubeuse Crazy Grace. Avant d'être youtubeuse, elle était trainee. Et dans plusieurs storytime, elle a raconté son histoire. Elle est très représentative de ce que nombre de trainees ont vécu, surtout dans les petites agences comme celle des 50-50. Elle raconte qu'elle est certes d'origine coréenne, mais qu'elle a toujours vécu aux États-Unis. Et quand elle a été recrutée en tant que trainee dans une petite agence, elle a dû quitter sa famille et son pays pour poursuivre son rêve et s'est donc installée en Corée. Au début, tout se passait relativement bien, mais après des années d'entraînement, les trainees avaient été séparés en 2 groupes, le groupe A et le groupe B. Traduction faite par la concernée, le groupe A, ce sont les belles, qui seront d'ailleurs rapidement lancées, et le groupe B, ce sont les moches, celles qu'on garde sous le coude, au cas où. Ça ne va pas le moins du monde déranger une maison de disques, sachez-le, de vous faire espérer des années pour vous dégager comme une vieille chaussette. Elle a fait partie du groupe B, pourtant je la trouve très belle, et elle s'est accrochée, malgré tout. Et puis un jour, leurs locaux d'entraînement ont été fermés. Alors elles ont dû s'entraîner dans le sous-sol glauque d'un centre commercial. Elles ont même été éjectées de leur dortoir minable. Voilà, les filles, débrouillez-vous. Toutes ont pu se loger chez des amis ou chez leurs parents, mais pas elle. Souvenez-vous, toute sa famille était aux États-Unis. Elle a donc été logée dans un appartement insalubre qui appartenait auparavant à un membre de l'équipe. Elle était entourée de cafards et elle avait peur la nuit, tellement le coin était mal famé et on ne lui donnait rien. Elle devait compter les piécettes pour s'acheter des nouilles, ce qui coûte le moins cher. Et tout ça alors qu'elle était encore adolescente. Et je crois d'ailleurs qu'elle a fini par partir, qu'elle a fait ses débuts, mais de toute façon, en l'occurrence, le message de la maison de disques était clair, c'était bye bye les filles, vous ne nous servez plus à rien. Et même les idoles connues, telles que les BTS ou encore les Blackpink, sont passées par des conditions de vie difficiles, logées dans des dortoirs minuscules, crasseux pour certains,
à être je ne sais combien à partager une seule ou 2 chambres. Prenez l'exemple des Different par exemple, qui compte 6 membres. Elle vivait autrefois dans un vieil appartement étroit avec 2 lits superposés et des matelas jetés à même le sol. Elle ne pouvait même pas se déplacer sans marcher sur les matelas. Le groupe Lovelies par exemple, qui comptait 8 membres, ne dormait que dans une petite pièce, sans meubles, ni lit à proprement parler. Elle dormait sur le sol, sur des minuscules futons, si on peut parler de futons, alors même qu'elle venait d'une agence moyenne. Et les BTS, The Group, regardez vous-même les images. Aujourd'hui, c'est le groupe de K-pop masculin numéro 1 au monde, et je suis sûre que vous connaissez leurs chansons sans même les connaître, mais à leur début, c'était un tout petit appartement, une minuscule salle de bain pour tous, et c'était 5 minutes de douche compris, mais tout compris, du moment où vous vous déshabillez et du moment où vous sortez. Et les lits, regardez, ils étaient collés les uns aux autres. Alors vous allez me dire, il y a pire, mais il y a quand même mieux, quoi, clairement. Mais le groupe de filles qui a le plus enduré, ce sont les Secrets. Elles vivaient dans une pièce en sous-sol. Quant aux garçons dont on vous parlait dans un précédent sujet, à ça, ils étaient bien logés, télé géante, jacuzzi, mais le prix à payer, c'était qu'ils devaient passer par la case promotion canapé s'ils voulaient avoir une chance de faire leur début. Sinon, c'était next. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir notre sujet. Ensuite vient la pression des netizens. Ce sont les fans coréens et plus généralement des fans de K-pop du monde entier. Elle est folle et elle est clairement malsaine. Tout est sujet à critique, mais alors tout! Combien d'idoles ont été renvoyées pour avoir été simplement spotted en couple? Imaginez, elles ont sacrifié leur jeunesse pour réaliser leurs rêves, elles n'ont pas de plan B, et au détour d'une simple idylle propre aux jeunes de leur âge, c'est bye bye. De ce fait, l'industrie évite au maximum les collaborations entre les groupes masculins et féminins pour ne pas heurter la sensibilité des fans énamourés. Mais récemment a émergé une nouvelle tendance, celle des challenges TikTok, où des idoles hommes et femmes sont mélangés. Et les critiques sont parfois sévères. Et devinez qui prend le plus cher? Les idoles féminines, bien sûr. Qu'il est bon d'être une femme. Mais en dehors de ces rares moments, les idoles sont scrutées. Et si elles ont le malheur de se regarder trop longtemps, c'est le pugilat assuré. Et la réputation et le passé de ces stars doivent être impeccables, immaculés. Et l'avantage de les prendre à la sortie de l'école primaire permet entre autres de garantir leur bonne réputation. Les netizens sont réputés pour être inflexibles sur les valeurs morales. Luc, par exemple, a été viré pour avoir été un goujat/michetonner avec des filles. Il a refait ses débuts depuis et je peux vous dire que son regard à ses débuts, il avait marqué détresse. Parce qu'il ne savait pas à quelle sauce il allait être mangé et il me semble qu'il a quand même un bon fan club. Dawn et Yuna, par exemple, ont été virés de leur maison de disques pour avoir eu le malheur de se mettre en couple. Et Yuna, c'était pas n'importe qui à ce moment-là, et toujours d'ailleurs. C'est elle que vous pouvez voir dans le clip Gangnam Style avec Psy. Il y a une autre version de Gangnam Style en duo avec elle. Donc elle est en place depuis très longtemps, Yuna. C'est l'une des plus grandes stars. Mais tu peux être la princesse Diana, c'est pareil, tu dégages. Et il est vrai qu'il y a un cas d'école, le scandale Garam. C'est la phobie de toutes les maisons de disques. C'est cette K-pop idol qui a dû quitter son groupe, le Seraphim, une poignée de semaines après son lancement pour des suspicions de harcèlement alors qu'elle était au lycée. Et on ne rigole pas avec ça en Corée. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est le pays qui connaît le plus fort taux de « j'ai décidé d'en finir ». Et elle avait une sanction de niveau 5 dans son dossier scolaire. Et pour vous donner une idée, le niveau 4, c'est pour des faits de torture. Elle avait eu la mauvaise idée avec des amis de séquestrer et plus encore une camarade de classe pour la punir d'avoir dévoilé les photos intimes d'une autre camarade de classe. En fait, c'était racaille contre racaille, si vous voulez. Et chose assez rare, le scandale avait fait la une de tous les médias du pays et tout le monde en Corée ne s'intéresse pas à la K-pop, mais c'était passé aux 20h partout. Alors, autant vous dire qu'une Ariana Grande, avec ses histoires de Bob l'éponge et de tromperies à répétition, n'aurait jamais pu rester K-pop idol. Et même pour des détails, vous pouvez prendre une rafale de haine dans la figure, comme Sully. On lui reprochait, par exemple, de ne pas porter de soutien-gorge sous ses vêtements. Et elle était, en règle générale, critiquée pour tout et rien. Et voici où elle a fini, la pauvre, entre 4 planches, n'ayant pas supporté les critiques constantes. Et elle a été rejointe par Go Haram, sa meilleure amie, elle aussi K-pop idol, quelques semaines plus tard, pour les mêmes raisons. Je vous l'ai dit, le prix à payer pour être idol est parfois beaucoup trop cher. Mais ce n'est pas tout, les méthodes de management ont été montrées du doigt par les fans de K-pop. On ne compte plus les scandales.
Regardez cette scène par exemple. C'est le groupe Omega X, alors à Los Angeles en compagnie de leur manager. C'est la femme qu'on entend hurler. Les images sont alors captées par une fan. L'une des idoles est clairement en détresse, ici en bleu. Ses jambes ne semblent plus pouvoir supporter son poids. Il s'agit de Jayan, et il est si mal en point qu'il s'écroule. Et la manager ne va avoir de cesse de lui hurler dessus, de l'humilier. Lui hurler que s'il est incapable de faire face à ses obligations, alors il devrait arrêter de chanter. Et alors qu'elle n'a de cesse de hurler sur l'idole incapable de se relever, un autre membre du groupe l'implore d'arrêter. Mais rien n'arrête cette furie. Elle n'a de cesse de tout reporter à elle. Elle est courageuse. Elle aussi, elle aurait pu tomber. Elle lui hurle encore et encore de se relever. Un membre lui dit qu'il est de toute évidence malade. Mais encore une fois, moi je, et moi, et moi. Elle ne veut rien entendre. Elle exige qu'il se relève parce que selon elle, c'est de la comédie. Les membres prennent alors la décision d'accompagner le pauvre Jayan à la voiture pour rentrer à l'hôtel. Et tout le long du chemin jusqu'à la voiture, elle va les pourchasser et hurler au pauvre Jayan d'arrêter de jouer la comédie. Puis la scène s'arrête, elle reprend un peu plus tard lorsqu'ils arrivent à l'hôtel et on constate que la PDG ne s'est pas calmée. Elle hurle encore et toujours, demande qui pense à elle, explique qu'elle aussi, elle est déjà tombée, et un membre lui fait comprendre que ce n'est pas le moment, que le pauvre Jayan est sur le point de s'évanouir. Et puis là, stupéfaction, la PDG se jette sur le pauvre Jayan et le frappe, et le pauvre qui était alors tenu par ses amis tombe au sol. Et l'autre malade continue de lui hurler de se lever. Et vous savez quoi? Le pauvre va finir par fondre en larmes. Il n'en peut plus. C'est trop pour lui. Il est alors relevé par les autres, puis on peut voir la PDG aller dans la cour et elle est au téléphone avec quelqu'un, probablement la direction, parce que oui, c'est en fait la femme du PDG. Elle trouve des excuses, se doute que les images finiront sur Internet et effectivement, sans surprise, les images finissent par être diffusées par le média SBS. Et la PDG aura beau essayer de se victimiser, ça ne marchera pas. Et les Omega X vont se défendre. Ils vont organiser une conférence de presse une poignée de jours après et ils vont exiger la rupture de leur contrat. Expliquer tout ce qu'ils ont enduré depuis des mois et ce en permanence. Ils ont expliqué qu'elle n'avait de cesse de les faire chanter. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'était là à tous leur toute dernière chance. Puisque tous, et c'est leur particularité, avaient déjà fait leur début auparavant dans d'autres formations. C'était là donc une seconde formation, alors ça passait ou ça cassait. Alors la PDG les menaçait en permanence avec ça. Sans compter, ils vont le révéler, qu'elle avait les mains baladeuses et que n'en pouvant plus de cette femme, ils se cachaient dans leur chambre d'hôtel au maximum. Ils essayaient d'avoir le moins de contact possible avec elle. Et au cours de cette conférence de presse, Jayan dira, je cite, « Je veux juste être traitée comme un être humain, pas comme un produit. » Bref, elle finira par démissionner et les Omega X, eux, sachez-le, c'est une fin heureuse, ils réussiront à obtenir la rupture de leur contrat. Et 2 mois plus tard, ils signeront avec une autre maison de disques qui s'est-elle engagée à prendre soin d'eux. Et depuis, ces talentueux jeunes hommes poursuivent leur carrière, on imagine, avec plus de sérénité. Si ces scandales vous intéressent, je vous invite à aller suivre la chaîne Drink Pop. Elle est très bien et elle explique quelques de ces scandales, pas tous. Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas parce que vous l'aurez compris, nous on survole tout ça. Autre exemple, regardez ces idoles / ados. Ils sont tout mimi, enfin pour moi on dirait de grands garçons. C'est le groupe East Light. Quand ils avaient le malheur, par exemple, de faire des erreurs dans leur chorégraphie ou une fausse note quand ils chantaient, ils étaient battus à coups de batte de baseball, étouffés avec des cordes de guitare, cognés à la tête avec des objets contondants jusqu'au sang, insultés sans arrêt. Imaginez. Et moi, je pense aux parents, je me dis, tu confies tes enfants à une industrie et ils font ça. Les Nine Muse, un autre groupe, avait fait l'objet d'un reportage super intéressant sur les coulisses du lancement d'un groupe de K-pop. Et ce reportage est hallucinant et il contient des images hallucinantes. Et dites-vous que si la production a autorisé le tournage de ce reportage au sein même de leur mur, c'est qu'ils ne se rendaient même pas compte que leur comportement était problématique. Les Nine Muse, dans ce reportage, vous pouvez les voir pleurer constamment.
Elles étaient constamment rabaissées, elles tombaient malades à cause du rythme effréné, elles avaient eu un accident de voiture mais elles devaient quand même se produire, ils s'en moquaient. C'était aussi des poupées interchangeables, donc au moindre pet de travers, c'était merci, au revoir, zéro reconnaissance. Et ne courez pas derrière votre argent, vous ne serez pas payés. D'ailleurs, elles n'ont pas été payées avant plusieurs mois après leur début. L'une a été donc remplacée une poignée de jours seulement après ses débuts, sans recevoir donc un centime, malgré des mois de sacrifice lors de sa période de trainee. Et on va revenir plus tard en détail sur ce point-là. Et la plupart de ces jeunes femmes, tout juste malgré leur apparence sortie de l'adolescence, ou en plein dedans pour certaines, ont même pleuré lorsqu'elles ont découvert leur tenue de scène. Celle de leur lancement, c'était des porte-jartelles. Oui, pour une chanson qui mettait en avant le girl power. On n'a pas besoin d'hommes, en gros. Et le clip envoyait le message complètement inverse. On est dans de la dissonance cognitive totale. Et certaines étaient si jeunes, si innocentes qu'elles ne savaient même pas ce qu'étaient des jartelles. Bref, sans compter qu'elles étaient affamées, elles étaient marketées comme des mannequins / K-pop idol. Elles parlaient, je me souviens, dans une émission de la règle des 3 gobelets. Tu peux manger ce que tu veux, mais il ne faut pas que tu dépasses 3 gobelets de nourriture. Et c'est pas des gobelets classiques, on aurait dit des gobelets à expresso. Et l'une d'elles était même pourchassée par la direction parce qu'elle avait pris du poids. Autre chose aussi, quand les idoles marchent et qu'elles rapportent de l'argent, elles sont pressées comme des citrons. Et oui, je vous le disais, la durée de vie d'un groupe est généralement assez courte, alors il faut en tirer le maximum. Et c'est même plus du travail intensif, mais c'est un travail de forçat. Certaines idoles ont dénoncé des nuits de 3 à 4 heures de sommeil par nuit. Et j'ai bien dit 3 heures. Je suis partie vérifier quand ma sœur m'a dit ça, je dis mais non, je ne crois pas. Qui supporterait un rythme de 3 heures par nuit? Bien si, c'est le cas. Alors combien d'idoles se sont écroulées sur scène? Ou combien d'autres se sont endormis en pleine émission télé? On ne les compte plus. C'est tellement courant que ça n'étonne personne. Prenez l'exemple d'un grand groupe comme les EXO. Ils étaient shootés avec tout un tas de cocktails de produits par perfusion pour tenir le rythme. Et plusieurs des membres se sont enfuis. Ils se sont carapatés sans même se retourner malgré leur succès, qui était un succès incroyable, parce que c'est pas une vie. On ne compte plus aussi les accidents de voiture. Les équipes, elles aussi, sont pressées comme des citrons. Alors épuisé, c'est facile de s'endormir au volant, surtout quand vous êtes attendu à 5 heures de route de là et que vous devez y être dans 3 heures. Mais si c'était que ça, non, les K-pop doivent garder un tel rythme en étant affamés. Et oui, ce serait trop simple sinon. Et vous n'avez pas idée des exigences physiques qui pèsent sur les épaules de ces idoles. Le plus intolérable pour les netizens, ce sont les idoles en surpoids. Alors là, je peux vous dire que c'est la fin du monde. Au moindre bourrelet, c'est fini. Prenons l'un des exemples le plus marquant. C'est celui de la fameuse Kyla, qui a fini, elle aussi, par réussir à s'enfuir. Elle avait pris du poids, sa maison de disques avait bien essayé de l'affamer autant que faire se peut, mais sans succès. Gardez à l'esprit que ce sont encore de jeunes adolescents lorsque les idoles font leur début. Et donc, ces idoles n'ont pas encore leur corps d'homme ou de femme. Eh bien, la pauvre Kyla était constamment, mais constamment et nuit et jour insultée, critiquée. Regardez cette scène par exemple. Moi, je la trouve folle. Les filles du groupe devaient passer une à une pour être photographiées. Alors, je croyais que c'était des journalistes, mais ce sont finalement des netizens. Et quand ça a été au tour de Kyla, ils ont refusé de la photographier en signe de contestation. Ils se sont contentés de photographier le reste du groupe sur sa droite, l'ignorant complètement. Imaginez la violence. Elle est sur scène, devant un public, moi j'ai l'impression que c'est un cauchemar. Et elle doit faire comme si de rien n'était. Hihi, tout va bien. Je suis une énième fois humiliée, comme ça, sur scène, devant tout le monde, mais tout va bien. C'est une très jeune femme. Et bien, manque de bol pour elle, elle ne correspond pas aux diktats de beauté coréens, qui sont les suivants. Petit visage, contour du visage bien spécifique, un peu en amande, on parle de V-line, peau ultra blanche, taille ultra fine, il faut être ultra skinny, jambes longues, double paupière, ce qui est une aberration, hein, parce qu'en Asie, la double paupière, parfois, les gens se font opérer pour l'avoir. Tu l'as pas forcément à la naissance. Et petite bouche en forme de cœur. Je vous montre ici 2 exemples de filles encensées pour leur grande beauté, en sachant que celle-ci, par exemple, on trouve qu'elle a la peau un chouille foncée, mais c'est un délire. Et voilà, le reste, ça dégage. Donc rien d'étonnant à ce que nombre d'idoles fassent un détour par la case chirurgie esthétique. Et parfois, elles sont même forcées à le faire par leur maison de disques avant leur début, et ce peu importe leur âge.
Et justement, les Jeffriend sont réputés pour leur rhinoplastie ratée. Et leur maison de disques a dû avoir un prix de gros. On les a mises entre les mains d'un chirurgien qui n'avait clairement pas le compas dans l'œil, parce que je trouve qu'elles étaient beaucoup mieux avant. Et probablement que certaines n'ont rien demandé, mais vous n'avez pas le choix. Et au-delà du poids, celles qui sont considérées comme moches sont également clouées au pilori, comme les hyper talentueuses Mamamoo. On disait à leurs producteurs avant leur lancement que jamais il ne réussira à percer avec un groupe de laidrons pareil. Mais manque de chance, elles ont réussi. Et il faut voir leur talent. Et j'insiste, leur beauté aussi. Bon, après, la beauté, c'est suggestif. Autre exemple, Charlie-Yeong, par exemple, qui a débuté dans le groupe des ITZY. Elle avait commis une infamie, selon nombre de netizens, celle d'être moche. Aujourd'hui, elle est estimée à sa juste valeur, sachez-le, mais au début, et fait assez rare pour être souligné, sa mère était sortie du silence pour supplier les internautes d'arrêter de faire subir un enfer à sa fille, tant elle se recevait une vague de haine incroyable. C'était une adolescente, et elle était bouleversée, la maman. Elle a dit, je cite, « Ma fille vient de faire ses débuts. C'est mon enfant. Elle est plus précieuse que tout pour moi. Et comme elle n'est pas jolie à vos yeux, vous venez sous chacune de ces vidéos pour la rabaisser, vous l'intimider, et vous dites des choses qui peuvent la blesser. Si elle a fait quelque chose qui mérite d'être critiquée, il est clair qu'elle devrait être critiquée. Mais juger une jeune fille de 19 ans simplement pour son visage, après tout le monde a un charme différent. Tout le monde aime aussi des styles différents. Je suis triste, blessée et en colère qu'un enfant gentil et précieux soit autant critiqué. Alors, faites-le en silence. Charlie-Yeon est un enfant gentil et correct. S'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé de l'aimer, mais ne faites pas de mal à mon enfant. Je vous en supplie. Et vous savez ce qu'ont répondu les détracteurs de Charlie-Yeong ? Eh bien, ils n'ont pas été émus une seule seconde par la détresse de la mère. Non. Ils ont dit qu'après tout, c'est sa fille qui avait choisi de faire ce métier, et puis que c'est normal puisque ce sont là des leçons de vie, voilà. C'est comme ça, et que tout bien réfléchi, c'est le comportement de la mère qui est problématique. Pas le leur, bien sûr. Cette autre fille, par exemple, toujours des Jeffriend, elle était jugée comme vraiment, mais vraiment trop moche. Voilà, on lui reprochait clairement d'exister. Elle représentait un affront pour les pupilles de certains, et la pauvre était si traumatisée qu'elle avait commencé à se produire sur scène, le visage dissimulé au maximum par ses cheveux, pour masquer ce que certains considéraient comme une laideur insupportable. Et certains ont même dit à la maison de disques que c'était cruel de ne pas l'avoir fait passer par la case opération de chirurgie esthétique, parce qu'elle aurait moins souffert, en fait. Et traiter ce genre de femme / enfant de moche, pareil pour les hommes. Je vous pose la question, quel message on envoie à la jeunesse ? On envoie une image de perfection, alors même que nombre d'idoles ne ressemblaient pas à ce à quoi elles ressemblent aujourd'hui. Nombre d'entre elles sont passées par des opérations de chirurgie esthétique. Et c'est comme envoyer de la poudre aux yeux aux gens. Ériger de tels standards de perfection, ça ne peut que créer une société malade. Et moi, je me dis, qu'en est-il du reste de la population ? On est quoi, nous ? On est des Gollum ? Et ce toujours plus de beauté fait qu'aujourd'hui, le milieu de la K-pop est très critiqué par les fans, qui regrettent de constater une sorte d'effet inverse. Avant, on prenait des ados talentueux et on les transformait, s'ils étaient considérés comme moches. Maintenant, les maisons de disques choisissent des idoles qui sont certes jolies, qui savent certes très bien danser, mais qui sont incapables de chanter correctement en live. Alors attention, je précise, ça ne veut pas dire qu'elles ne savent pas chanter. Ça veut dire que derrière un micro en studio avec plusieurs essais, c'est parfait, mais en live, c'est pas possible. C'est comme si le chant, ce qui fait l'essence même d'une idole, était devenu avec le temps secondaire. Il y a une émission par exemple, Countdown, pour faire simple, c'est une sorte de compétition qui est connue pour faire à la fin du show un moment qui est appelé encore. Donc c'est une sorte de système de vote et les gagnants doivent chanter à la fin en live et non en playback, comme il est d'usage de le faire tant les chorégraphies sont physiques. Et c'est vrai qu'à un moment, il ne faut pas leur demander la lune non plus. On ne va pas exiger d'une idole qui est limite en train de courir un marathon sur scène de pouvoir chanter correctement. Mais pendant le moment encore, elles chantent juste. Et c'est censé être un moment joyeux pour les idoles. Les Blackpink, par exemple, on ne peut pas leur retirer que ce sont de vraies chanteuses. Elles s'éclataient pendant ce moment. Les NMIXX aussi, elles s'éclataient. C'est un moment où tu t'éclates avec ton public. Eh bien, sachez que certains groupes sont effrayés à l'idée de gagner, car ils n'ont en réalité pas les capacités vocales nécessaires pour chanter correctement en live, ou parfois c'est l'émotion et la peur qui prend le dessus. La voix, elle tremble. Parce qu'en cas de mauvaise prestation, c'est le pugilat assuré, à l'image des élites.
Ah ça, elles ont pleuré de joie quand elles ont gagné la première fois. Mais leur prestation était si catastrophique que ça finit en vague de haine sur les réseaux sociaux. Alors je peux vous dire que la deuxième fois elles ont gagné, elles tremblaient. On pouvait lire des commentaires ironiques du style « Mais arrêtez de dire ça, elles sont douées pour le lip-sync ». Voilà, et des exemples comme Elite, il y en a pléthore. Et il est vrai que beaucoup de fans regrettent les anciennes générations d'idoles qui étaient peut-être moins parfaites physiquement, bien que retouchées, mais qui étaient des chanteurs qui savaient chanter. Et dernier bad buzz en date, c'était Le Seraphim à Coachella. Leur prestation en live avait été jugée comme mauvaise. Leur prédécesseur, c'était les J-Friend. Alors sachez, petite parenthèse, que les J-Friend, elles avaient été vraiment soutenues financièrement par le père de l'une des filles, qui était très riche. Et ça n'a pas empêché leur maison de disques de les virer comme des vieilles chaussettes, alors qu'elles marchaient très bien, parce que considérées comme trop moches par leur maison de disques. Ils ont voulu la même, mais en plus belle. Et les J-Friend étaient connus pour savoir chanter en live et le tout en dansant de manière hyper sportive. Et certains étaient nostalgiques d'elle en commentaire sous les vidéos de Coachella de Le Seraphim. Et ça montrait pour certains une mauvaise image de la K-pop. Mais bien sûr que les maisons de disques vont continuer. À l'image de Hybe, ils sont critiqués pour faire passer parfois le physique avant le talent. Mais paradoxalement, ils raflent tous les trophées. Leur recette du succès marche, elle rapporte gros. Alors pourquoi faire l'inverse ? Et enfin, on pourrait parler des disbands. Quand une maison de disques décide de dissoudre un groupe, c'est souvent du jour au lendemain et de façon brutale. Merci, au revoir et voici les nouveaux. 2NE1 par exemple. Eh bien, il se dit en coulisses que leur maison de disques les trouvait trop moches et qu'elle voulait la même en jolie. Et ce sont les Blackpink qui les ont remplacées, ou alors trop vieilles, la mi-vingtaine. Et encore une fois, le succès était au rendez-vous. Et à leur arrivée, les Blackpink, qui n'avaient rien demandé à personne, avaient été conspuées. Beaucoup de femmes les tenaient pour responsables de l'éviction des 2NE1, alors que dans le fond, c'est la maison de production qu'il faut critiquer, pas les artistes. Alors maintenant que vous savez le traitement réservé à certaines idoles, est-ce réellement étonnant d'apprendre que certaines fassent le choix d'en finir ? Avec le milieu pour certaines, mais pour de bon pour d'autres. Regardez ce petit garçon tout mignon. Je me souviens, je suis tombée sur cette vidéo sur YouTube et je me suis dit « Oh, qu'il est trop mignon !» Et je regarde en commentaire et je vois paix à son âme, etc. Je me dis « Comment ça, paix à son âme ?» Eh bien, j'avais pas reconnu, mais c'était Moonbin, enfant. Il faut savoir qu'avec sa petite sœur, ils avaient un seul rêve. C'était celui, et depuis qu'ils étaient hauts comme 3 pommes, de devenir des K-pop idols. Et les deux réaliseront leur rêve. Mais sous la pression, à seulement l'âge de 25 ans, Moonbin décidera lui aussi d'en finir. Voilà le prix qu'il a payé pour avoir réalisé son rêve. Trop de pression. Et ses dernières déclarations étaient qu'il s'était jugé pas assez bon lors de la dernière tournée de son groupe et qu'il allait redoubler d'efforts pour être parfait. Et tout le monde s'accorde à dire qu'il était pourtant très bon lors de cette tournée. Alors avec le temps, nombre de fans de K-pop se sont soulevés et ont dit stop. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ça ne tourne définitivement pas rond dans cette industrie. Et maintenant que vous connaissez le background parfois mortifère de cette industrie, c'est pour ça que je vous disais que dans bien des aspects, la K-pop, pour moi, en tout cas au niveau des coulisses, n'est ni plus ni moins que du fait divers. Eh bien, vous avez désormais toutes les clés en main pour pouvoir mieux comprendre l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, celle des 50-50, et c'est la partie 2. Et on va reprendre où on en était. Donc, les 50-50 connaissent, grâce à TikTok, un succès fulgurant avec leur titre Cupid, qui ne signifie pas Cupid, mais Cupidon. Et généralement, les groupes de K-pop, même les plus grands, tels que BTS, mettent des années avant de rayonner à l'international. C'est inespéré, ce succès est tel que les 50-50 sont choisis pour faire partie de la BO du film Barbie, et ça, c'est complètement fou. Alors, je précise qu'on aime ou non le film Barbie, ce n'est pas la question. C'est un tel blockbuster que juste figurer sur la BO, c'est le jackpot assuré. Et la promesse pour les membres de ce groupe encore méconnu, à ce stade, les filles ne se sont pas assez produites pour que elles, à titre personnel, soient aussi connues que leurs chansons. Eh bien, c'est la promesse pour elles de se faire un nom dans le paysage musical mondial. Certains voyaient en elles les futurs Blackpink, en termes de rayonnement, je parle. D'ailleurs, il faut savoir que Cupid est devenu tellement viral que la chanson est entrée dans le Billboard 100 aux États-Unis et au Royaume-Uni à vitesse grand V. Cupid va même entrer dans l'histoire en restant dans les charts Billboard plus longtemps que n'importe quel autre groupe féminin de K-pop. Et tout ça mis bout à bout,
c'est du jamais vu pour un groupe de K-pop aussi jeune. Encore une fois, on peut presque parler de miracle. À ce moment, les filles commencent alors à être invitées de partout. Mais voilà qu'après des débuts en fanfare et quelques représentations, voilà que le groupe se fait discret. Et bientôt, on ne les voit plus nulle part. Alors, leur fan club s'inquiète, mais cette absence est légitime, puisqu'une poignée de mois seulement après leur début, l'une des membres, Aran, est tombée malade et elle a dû se faire opérer. Alors la maison de disques Attract rassure les fans, les met au courant et promet un retour tonitruant. Mais voilà que les semaines passent, puis les mois, et toujours aucune trace des 50-50. Et patatras, seulement 8 mois après leur lancement, les 4 membres des 50-50, à savoir Seo, Kina et Aran, toutes âgées entre 18 et 21 ans, s'en vont pousser la porte du commissariat de Gangnam, accompagnés de leurs parents pour déposer une injonction provisoire dans le but de suspendre leur contrat d'exclusivité au motif que leur agence Attract n'aurait pas respecté les termes de leur contrat. Elles accusent leur CEO, l'homme dont je vous parlais plus tôt. Il s'agit de Jeon Hong-jun, que je vais appeler JHJ, ce sera plus simple. Il est aujourd'hui âgé de 60 ans. Elle l'accuse d'avoir utilisé l'argent des bénéfices du groupe pour rembourser les dettes d'une autre de ses sociétés lui appartenant, en gros des dettes personnelles si vous voulez. Et elle l'accuse aussi de les avoir forcées à travailler alors qu'elles étaient malades, entre autres choses. Alors en apprenant ça, les netizens et plus largement les fans de K-pop du monde entier se sont tout de suite alarmés. Tollé général dans la communauté. Tout le monde va instinctivement se ranger du côté des filles, pensant que c'est là un énième exemple de ce qu'ont trop longtemps et trop souvent subi nombre d'idoles avant elles. Les coulisses de cette industrie, comme vous l'avez vu, sont sombres et entachées de scandales. Alors tout le monde voit là un énième exemple de management abusif, à l'exemple de cette femme. Et ça, c'est stop pour les netizens. C'est du vu, revu et re-revu. Alors c'est la foudre, puissance 10 000, qui va s'abattre sur le PDG d'Attract. Mais cette fois, les choses vont s'avérer un chouille plus complexes. Puisque JHJ ne va pas se laisser faire. Il va monter au créneau pour se défendre de ce dont on l'accuse. Au travers d'un communiqué, il va expliquer que, je cite, « Des forces extérieures seraient à l'œuvre pour tenter de recruter les membres de 50-50 illégalement en les poussant à ne pas respecter leur contrat d'exclusivité avec Attract dans le but de les faire signer dans une autre agence. » Fin de citation. Il va même dans cette déclaration supplier les filles de revenir dans l'agence au plus vite. Et oui, parce que souvenez-vous, à ce moment, elles ont été propulsées à l'échelle mondiale et elles sont attendues partout. Alors chaque jour d'inactivité met en péril ce groupe qui est encore trop jeune, sans compter les pertes financières. Alors c'est là une façon de leur dire « on vous a manipulé les filles. J'accepte de ne pas vous en tenir rigueur, revenez, on oublie tout, on va de l'avant. » Alors autant vous dire que tout le monde l'a pris de haut. Personne ne l'a cru. Cette dame-là aussi, qui hurle comme une poissonnière, elle avait bien essayé de se défendre. Alors conspué, JHJ va insister, il explique que non, il n'a forcé aucune fille. Au contraire, il a pris soin d'elle. En somme, il se dit injustement accusé. C'est ça, cause toujours, on en a vu d'autres pour les fans. Et moi-même, je dois dire, j'ai pensé ça. Mais JHJ annonce qu'il fournira des preuves de ce qu'il avance. À savoir que ce sont des accusations frauduleuses dans le seul but de lui voler son groupe. Mais les filles restent sur leur position, elles refusent de revenir. En raison de ces problèmes juridiques, les promotions du groupe sont annulées et les filles tiennent bon, elles font bloc et elles sont soutenues avec vigueur par le public. Mais voilà que quelques jours après le scandale, Dispatch, un site bien connu en Corée, va sortir un dossier complet sur cette affaire et qui va, contre toute attente, tendre à innocenter Attract et son PDG. JHJ va y expliquer que non, il n'a jamais forcé les filles à travailler malades. En réalité, quand Aran s'est fait opérer, il a donné congé à toutes les filles. Et ça, sachez-le, petite parenthèse, c'est rarissime. Sachez qu'une idole, même à moitié morte, si on peut, on la pousse sur scène. Et si elle tombe, on interdit parfois à ses costards de venir à son secours. The show must go on. Regardez les Nine Muse par exemple. Là, ça ne se voit pas, mais c'est le lendemain de leur accident de voiture. Il y en a une qui s'entraîne dans un état mais déplorable. Le bras et les genoux couverts par des bandages. Ou alors Rami des Baby Monster. Récemment, ce sont les successeurs des Blackpink, donc elles ont une pression incroyable. Ici, elle essaye malgré tout de mémoriser la chorégraphie alors qu'elle a une infection pulmonaire grave qu'on n'a pas à son âge. Je crois qu'elle a 16 ou 17 ans.
Et elle le fait de son plein gré, encore une fois, la pression est forte. Et en tout cas, si t'es malade dans ce milieu, l'entraînement continue pour les autres. C'est comme ça dans la K-pop. Mais J.A.J. va donner congé à tout le monde, et 2 semaines. Et pour le prouver, il va diffuser via Dispatch une conversation SMS avec son collaborateur en charge des filles, où il semble réellement s'inquiéter de la santé de son idole, et où il s'assure que les parents sont au courant de tout. Le bien-être et la santé de ses idoles semblaient avoir plus de valeur à ses yeux que leurs activités. D'où l'improbable congé pour ménager le groupe entier, alors même qu'encore une fois elles sont attendues partout. Il aurait pu envoyer par exemple en représentation le reste du groupe, sans Aran. C'est ce qu'aurait fait n'importe quelle autre maison de disques, mais non. Et il explique qu'il n'a pas non plus bronché quand l'une d'elles, juste après, a attrapé le Covid. Il était le premier à respecter leur période de quarantaine. Et concernant l'argent, il indique n'avoir rien fait de mal. Il explique qu'il dépensait en moyenne, depuis leurs années de trainee, 21 000 € par mois pour elles. Elles avaient une flopée de cours, des cours d'anglais, des cours de chant, des cours de solfège, des cours de théâtre, des cours de rap, des cours de danse et des cours de média training. Et là, aux surprises, les fans découvrent qu'elles étaient bichonnées comme never, parce que c'est rarissime pour les groupes de petites agences. Et même d'ailleurs pour les groupes des grandes agences. La plupart du temps, c'est cours de chant et cours de danse et basta. Il va aussi parler du dortoir des 50-50, qui n'est ni plus ni moins qu'un appartement de luxe dans un quartier très prisé de Gangnam. Il y avait 3 chambres, 2 salles de bain pour un loyer mensuel de 2 300 €. Et quand les netizens ont appris ça, mamma mia, les 50 avaient en réalité un lieu de vie que n'ont pas les idoles avant ou à leur début. Ça veut dire qu'a priori, J.A.J. a pris grand soin de ses idoles en devenir. Plus encore que des JYP ou des YG, c'est là un traitement remarquable pour une aussi petite maison de disques. À titre de comparaison, les New Jeans, qui est un groupe de 5 filles issues de la plus grande société de K-pop, HYBE, a avoué qu'elle vivait dans un logement de 2 pièces. Et J.A.J. va aussi expliquer qu'il n'a pas utilisé l'argent des recettes pour renflouer les caisses de son autre société, et preuve à l'appui avec des relevés de transactions bancaires. Il va même plus loin expliquant que quand l'argent des investisseurs n'a plus suffi à couvrir les frais du groupe, il a vendu sa voiture, il a vendu sa montre et même emprunté toutes les économies d'une vie de sa mère de 90 ans. À ce stade, il se dit désespéré, mais même s'il s'estime trahi, il implore encore et toujours les filles de revenir. Il explique que ses collaborateurs en charge de leur promotion les ont manipulées pour qu'elles le lâchent, afin qu'elles signent ailleurs, en l'occurrence avec la Warner. Il accuse directement Warner Music Korea ainsi que le PDG de The Givers et ses employés, The Givers étant la société avec laquelle il sous-traitait. Il accuse les deux d'avoir tout manigancé. Et c'est donc d'eux dont il parlait lorsqu'il parlait de forces extérieures à l'œuvre. Alors en découvrant ça, les fans sont choqués. Déjà ils se disent mais de quoi elles se plaignent? Et puis toute réflexion faite, ils trouvent effectivement bizarre que les 50-50 parlent d'argent 8 mois seulement après leur début. Déjà avec toutes ces folles dépenses, ça paraît un peu précipité. Surtout connaissant le système. En Corée, le système est ainsi fait. Les maisons de disques, pas toutes, mais vraiment la majorité, remboursent avant toute chose les frais qui ont été avancés pour leurs trainees lors de leurs années de formation. Ils les amortissent et ensuite seulement ils payent les idoles. Et ça peut prendre des années. Ça ne veut pas dire que le système est bien fait. C'est juste comme ça que ça se passe pour toutes les idoles. Les BTS, et j'en passe, n'ont pas vu la couleur d'une paye pendant des mois. Parce que oui, leur dortoir minable, tout ça, en fait, ce n'est pas gratuit. Bon, pour les Blackpink, c'était gratuit. Les netizens vont alors faire machine arrière et montrer du doigt les 50-50. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elles ont vraiment voulu casser leur contrat et ainsi trahir leur PDG qui est allé jusqu'à investir les économies de sa pauvre mère de 90 ans pour aller chez la Warner, alors même qu'elle cartonne? Mais les filles nient en bloc. Non et non, c'est faux. Si elles souhaitent la résiliation de leur contrat d'exclusivité, c'est qu'il y a eu, selon elles, malversation grave, mettant en péril l'avenir du groupe et, à quoi il faut ajouter un management abusif, mettant en péril cette fois leur santé. Et selon elles, c'est tellement grave qu'elles refusent de revenir chez Attract. Elles sont bien décidées à continuer les poursuites et à prouver que ce qu'elles disent est vrai. Donc les regards se sont tournés vers la Warner. Est-ce que c'est vrai ça ? Est-ce que c'est là un énième exemple de mastodonte qui veut s'accaparer le travail acharné d'une petite agence et en l'occurrence d'un seul homme? Est-ce qu'on est en face d'un énième David contre Goliath? La Warner sera obligée de sortir du silence et elle va tout nier en bloc, expliquant que c'est faux.
et qu'ils n'ont jamais proposé de racheter le groupe. Sauf que manque de chance, J.A.J. va réussir à prouver le contraire. Nous sommes alors le mois suivant la plainte. J.A.J. a eu l'intelligence d'enregistrer une conversation qui a eu lieu avec la Warner 1 mois avant la plainte et qui prouve son implication. Il s'agit d'un enregistrement audio d'une discussion entre Yoon, le directeur exécutif de Warner Music Korea, et J.A.J. et il date du 9 mai. Le voici. Yoon, il y a une chose que je veux vérifier. Attract, oui. Yoon, j'ai fait une offre de 20 milliards de won, 14 millions d'euros, à votre collaborateur, le PDG de The Givers, Han Sung-il, pour le rachat. Attract, je n'ai jamais entendu parler de ça. Yoon, vous n'en avez jamais entendu parler? Attract, non, qu'est-ce que vous parlez de rachat? Yoon, non, ce label. Attract, qu'est-ce qu'il a le label? Yoon, écoutez, c'est ainsi que nous exprimons les choses pour dire que nous prenons le contrôle des filles. C'est de ça dont nous avons parlé. Attract. Non, non, non. Fin de l'enregistrement. Oups, la boulette pour Warner et pas que, pour les filles aussi. Plus aucun doute pour les netizens, ils estiment qu'elles ont effectivement voulu casser leur contrat pour aller chez la Warner, trahissant ainsi sans vergogne leur PDG. Elles sont désormais surnommées par nombre d'internautes le groupe de traîtres. Mais elles ne se laissent pas démonter, elles font confiance à la justice. Et les netizens vont aussi montrer du doigt le fameux PDG Han Sung-il, dont parle Yoon, le PDG de la Warner, dans l'audio. Et que J.A.J. n'avait d'ailleurs pas hésité à tenir pour co-responsable de cette tentative de vol, alors que sa société The Givers travaillait pour lui. Et tout comme la Warner avant lui, Han Sung-il va nier toute implication. Non, il n'a rien à voir dans tout ça. Il s'occupait simplement de la promotion du groupe à l'étranger, rien de plus. Et à ce stade, J.A.J. est désespéré avec toutes ces preuves. Il pensait vraiment que les filles allaient revenir. Mais face à leur énième refus de revenir, il perd espoir. Et comme elles n'ont de cesse de salir sa réputation et qu'il a enduré pendant des semaines une vague de haine par leur faute, il va tout raconter et en détail cette fois. Tant pis pour la réputation du groupe, c'est la sienne qui est désormais en jeu. Et puis perdu pour perdu, il explique que la grave erreur qu'il a commise, c'est que par manque d'expérience, il a trop délégué et trop fait confiance à ses collaborateurs et qu'il n'a rien vu de ce qui se tramait en coulisses dans son dos depuis des mois. Il va raconter la genèse du groupe en 2019, donc la voici. Au départ, elle implique 2 entreprises, Attract et Camp. Camp, c'est une société de production de spectacles basée aux États-Unis. Camp a accueilli plusieurs festivals de K-pop. À cette époque, Han Sung-il est employé chez Camp. Il n'est pas PDG d'aucune entreprise. Il est chargé de la production. Il avait déjà produit, dans le cadre de ses fonctions, des chanteurs type G-Walk, la carrière solo d'Eun Ji-won, Rumblefish, etc. Et c'est lors du festival Camp Singapore 2019 que J.A.J. fait la rencontre du PDG de Camp, qui était alors accompagné de 2 de ses employés, à savoir Han Sung-il et celui dont on ne connaît pas l'identité et qui est appelé l'employé B. Lors de cet événement, J.A.J., qui manageait déjà quelques artistes en Corée, a eu des étoiles plein les yeux. Il a vu tout le pouvoir des groupes de K-pop et leur potentiel infini. Il a alors, lors de ce festival, suggéré au PDG de Camp qu'ils devraient allier leurs forces pour créer un girls group de K-pop. Attract serait leur maison de disques et ce groupe pourrait, grâce à Camp, rayonner au-delà même des frontières coréennes. Comme eux sont implantés aux États-Unis, J.A.J. voit tout de suite les choses en grand. Le PDG de Camp a confirmé les déclarations de J.A.J. Il a déclaré, je cite, « J.A.J. a proposé un projet pour produire un girl group. Nous avons décidé d'aider avec le marketing à l'étranger. Han Sung-il, notre employé, devait être le producteur. Nous l'avons donc envoyé chez Attract. Et c'est Camp, à ce moment, qui payait le salaire d'Han Sung-il. » C'est donc en novembre 2019 que J.A.J., au travers de sa société Attract, accompagné de Camp, lance le projet 50-50. J.A.J. va travailler de décembre 2019 à décembre 2020 pour réunir des fonds, à savoir trouver des investisseurs qui croient en son projet et qui lui permettront de le financer. Il n'est pas sans savoir que la formation d'un groupe de K-pop coûte en moyenne 1,4 million d'euros par an. Alors il va courir partout et il va trouver des financements. En parallèle, avec l'aide de l'employé de Camp, Han Sung-il, ils vont sélectionner 12 trainees. Et le PDG de Camp, quant à lui, assistait aux évaluations des filles pour aider à la sélection. À l'issue du processus d'entraînement/sélection qui a duré plus d'1 an ou 2, je ne sais pas, 4 filles ont été sélectionnées. Seina, Seo, Kina et Aran.
elle signe alors ce que toutes les K-pop idols signent à leur début, un contrat d'exclusivité avec leur maison de disques, à savoir Attract. Il est souvent d'une durée de 7 ans. Ainsi naissent les 50-50. Mais voilà que fin 2021, Camp décide de se retirer du projet à cause de divergences quant à la stratégie à adopter pour le groupe. Ils ne sont pas d'accord avec JHJ. Leurs routes se séparent alors. Mais l'employé de Camp, Han Sung-il, croit dur comme fer au potentiel du groupe. Alors il se propose à JHJ pour remplacer Camp. Après tout, ses activités sont basées aux États-Unis, il pourrait tout à fait servir de camp de base aux États-Unis. JHJ accepte, il estime que c'est effectivement là la bonne personne pour remplacer Camp. Han Sung-il démissionne alors de chez Camp pour former, avec 2 autres collègues de Camp, à savoir l'employé B et un autre appelé l'employé C, la société The Givers. Voilà donc Attract et The Givers réunis. C'est JHJ qui s'occupe du financement et The Givers de la formation du groupe, donc de leurs entraînements et de la gestion de leur quotidien et plus tard de leur promotion. Quant à JHJ, c'est le patron, charge à lui de superviser tout ça. Han Sung-il se met alors à la tâche, il s'occupe du choix des chansons et il va avoir du flair. C'est parmi 200 chansons qu'il choisira Cupid, une chanson écrite par des étudiants suédois. À ce stade, JHJ lui fait totalement confiance, car après tout ils sont dans le même bateau, mais c'est à ce moment que la première fourberie va arriver. Et tout ça, JHJ ne le découvrira qu'au moment du scandale, en s'attardant un peu plus sur les contrats. Il a ainsi découvert qu'Han Sung-il avait racheté les droits d'auteur aux étudiants pour la modique somme de 9 000 $. Alors il lui avait dit que c'était bien plus. Et qu'il a en secret falsifié les signatures des auteurs-compositeurs pour se transférer la quasi-intégralité des droits d'auteur. Il aurait dû, en principe, n'en avoir qu'une partie pour les modifications qu'il a effectuées pour que Cupid sonne bien K-pop. La majorité revenant à la maison de disques et une petite partie à Kina qui a écrit certaines paroles. Kina avait une part initiale de 6%, mais elle a été réduite, comme par magie, à 0,5%. Ainsi, 95% des droits d'auteur revenaient directement et indirectement au profit d'Han Sung-il ou à celui de sa société The Givers. Il en fera de même d'ailleurs pour toutes les autres chansons du groupe. Han Sung-il va réussir à duper tout le monde. JHJ, de son côté, est trop occupé à trouver des fonds. Entre l'entretien des filles, leur préparation, la production des musiques et les 4 vidéoclips à venir, il sait que l'argent réuni ne va bientôt plus suffire. Ayant trop délégué, il n'y voit que du feu. Le pauvre pense à tort qu'il a les droits de la chanson à l'exception de ceux qui reviennent à Kina pour son travail d'écriture et à Han Sung-il pour les modifications qu'il a apportées. Et ça, c'est normal. C'est la juste part qui revient à Attract, puisque c'est elle qui injecte tout l'argent et qui paye tout le monde. Alors que le projet avance bien, voilà que comme il le redoutait, les comptes sont à sec. Il ne veut pas stresser son équipe, il estime qu'ils doivent tous se concentrer, il ne veut pas les perturber avec le manque d'argent, en sachant qu'il en manque beaucoup. À ce stade, les 4 clips d'une valeur de 706 000 $ n'ont même pas été tournés, alors il décide de vendre ses effets personnels et d'emprunter à sa mère pour réunir l'argent nécessaire. Après tout, il croit fort en son projet, ce qui permet en décembre 2021 la réalisation de 4 vidéoclips. Ils sont très beaux d'ailleurs. Et pendant ce temps, c'est l'employé B de The Givers qui s'occupe de l'intendance, on va dire, à savoir gérer les membres du groupe, leurs cours, ainsi que la communication avec leurs parents. Et JHJ trépigne d'impatience. Il aimerait bien rendre visite aux filles en salle d'entraînement pour voir le résultat de leurs efforts acharnés. Il demande à l'employé B quand il peut passer, mais voilà que l'employé B lui explique que ce n'est pas une bonne idée parce que les filles sont gênées par sa présence. Après tout, c'est le big boss. C'est intimidant, alors mieux vaut les laisser travailler tranquillement, elles seront plus productives ainsi. Ce que JHJ va accepter sans rechigner. Coiffure, relooking, outfit, répétition intensive, booking promotionnel, voilà, le groupe est désormais prêt. Et c'est en novembre 2022 qu'il est lancé avec le titre phare Cupid. Comme vous le savez déjà, si au début les 50-50 vont relativement passer inaperçus, il va se passer quelque chose de magique. La version accélérée de Cupid va devenir virale. Les créateurs de contenu s'en emparent aux 4 coins de la planète, ce qui va propulser la chanson. Le succès est total, JHJ est fou de joie, il va féliciter ses équipes, en particulier Han Sung-il. Les retombées financières s'annoncent folles. Han Sung-il fait le modeste. JHJ lui dit même qu'il aurait mérité financièrement plus encore que sa part.
Il lui dit par SMS, je cite, « La prochaine fois, n'hésitez pas à vous octroyer une plus grosse part. » Le naïf. À ce moment, tous les projecteurs sont braqués sur les 50-50 et tout se passe bien. Elles commencent leur représentation, mais quand même, Giagi aimerait bien aller les voir de temps en temps, mais l'employé B trouve toujours une bonne excuse pour l'en empêcher. Il a réponse à tout. C'est mieux ainsi encore et toujours, et Giagi va s'y plier à chaque fois. Il applique religieusement les conseils de B. Alors que je peux vous dire qu'un PDG, il déboule quand il veut et où il veut, sans même demander l'autorisation à qui que ce soit. C'est lui le boss, et in fine, c'est son argent. Donc, il est censé faire ce qu'il veut. Mais Giagi va s'adapter encore et toujours. Il ne remarque pas qu'on l'isole toujours plus des filles. Et manque de bol, c'est à ce moment qu'Aram tombe malade. Elle a des soucis de santé qui n'ont rien à voir avec les activités du groupe, je précise. Et comme vous le savez déjà, Giagi fait le choix de donner congé aux filles, un congé de 2 semaines, en sachant que le médecin avait préconisé 1 semaine de convalescence. Et comme on l'a vu dans les SMS publiés, il a tenté même de prendre de ses nouvelles. Mais l'employé B a fait ce qu'il sait faire de mieux, à savoir barrage. Il s'occupe de tout, c'est son travail. Et puis badabim badaboum, dans la foulée, voilà que l'une des filles attrape le Covid. Alors, quarantaine oblige puisqu'elles vivaient ensemble. Et juste après, voilà qu'elles portent plainte avec leurs parents. Et Giagi explique qu'après la plainte et en remettant les pièces du puzzle en place, il a eu la confirmation de ce qu'il redoutait sans y croire, que ceux qu'il pensait être ses bras droits avaient pour projet de l'éjecter de l'équation. Quant aux vautours de Warner Music Korea, il aurait dû faire plus attention. Ils étaient effectivement intéressés par le rachat des 50-50, mais on ne lui a rien dit. Et pour cause, il n'aurait jamais accepté. Il ne s'est pas démené autant pour refiler le fruit de ses efforts à un autre. Il pense alors que le PDG de The Givers, avec l'aide de ses employés, a convaincu les filles qu'elles valaient bien plus que cette petite agence minable qui Attract, que seule une grande agence serait capable de faire face à un succès mondial comme le leur. Merci pour l'argent, et maintenant, oust, du balai. Il n'a compris que trop tard que The Givers trouvait bien plus intéressant de bosser avec la Warner plutôt qu'avec lui, pensant sans doute que le groupe allait davantage se développer avec la Warner, et qu'il gagnerait ainsi plus d'argent. Après tout, qui sont les gagnants dans cette histoire? The Givers. Camp, c'était bien, Attract, c'était bien, mais la Warner, c'est mieux. Donc, selon lui, le PDG et ses employés ont isolé les filles afin de pouvoir au moment venu planter leurs petites graines. Han Sung-il n'était censé être qu'un intermédiaire qui devait lui relayer les diverses propositions faites au groupe. Mais il a outrepassé ses fonctions en acceptant la proposition folle de la Warner. Mais comme l'agence des filles c'est Attract, impossible pour lui de vendre le groupe. Ou qu'elle s'en aille, c'était juridiquement impossible. Il savait que la seule solution c'était de faire casser le contrat d'exclusivité des filles, et pour ça, une seule solution, qu'elles saisissent la justice. Donc, Giagi va tenter d'expliquer par A plus B aux filles qu'elles ont été manipulées, mais rien à faire, elles campent sur leur position. À ce stade, il est dégoûté, voilà, toutes ces manigances le dégoûtent. C'est un milieu de requins, il ne sait même pas s'il a envie de continuer le projet. Il a mis toute son âme dans ce projet pour au final être trahi et publiquement. C'est tellement choquant qu'il envisage de tout arrêter. Donc voilà l'histoire selon Giagi. Et le temps n'a pas cessé de s'écouler. Et les 50-50, eh bien, elles sont toujours aux abonnés absents et poursuivent leur démarche. Puis le 1er août, le tribunal central du 50e district de Séoul décide de renvoyer l'affaire devant un tribunal de médiation. Selon la justice, tout est encore réparable. Et Giagi espère toujours. Mais les filles refusent. Elles décident de poursuivre leur action en justice aux plus grandes dames de JHJ. Le conflit s'éternise et tout le monde suit l'affaire comme on suit un drama coréen. Mais que va-t-il se passer? Puis voilà que le 16 octobre, Spot TV News rapporte que 50-50 a changé d'avocat. Et ça pue généralement quand on change d'avocat. Mais les filles s'entêtent. Après avoir refusé la médiation, elles annoncent poursuivre leur plainte. Mais aux surprises, elles ne sont désormais plus que 3. Puisque oui, il y en a une qui a rétro-pédalé. C'est Kina. Elle s'est rendue compte avec la version de Giagi qu'elles ont bel et bien été manipulées. Elle va même publiquement présenter ses excuses et en larmes le 17 octobre, soit le lendemain. Et elle va tout raconter. D'abord à Giagi. Giagi va déclarer, je cite, « Kina est venue à notre bureau en larmes et elle s'est excusée. Elle était épuisée physiquement et mentalement. Je lui ai dit de se reposer et de prendre le temps de réfléchir. Elle était si malade et fatiguée. Je me demande à quel point elle a dû souffrir.
Même si c'était tardif, je tiens à la remercier d'avoir été courageuse et d'être venue. » Fin de citation. Jiaji va donc accepter ses excuses et il va accepter aussi et surtout qu'elle réintègre la formation alors fantôme. Puis Kina va tout raconter lors d'une interview. Elle va expliquer que le PDG et les employés de The Givers leur ont raconté n'importe quoi. Han Sung-il leur avait dit que c'est lui qui avait dû payer pour certains des clips vidéo tant la trésorerie d'Attract était mauvaise, que la boîte était endettée et que rien, pas même leur succès, n'allait empêcher la boîte de couler. Et il a assuré que Jiaji utilisait l'argent n'importe comment, qu'il n'hésitait d'ailleurs pas à renflouer les caisses d'une autre société avec leur argent, qu'il est incapable de diriger un groupe avec un tel succès et qu'il comptait même se débarrasser d'elle après cet album. Il a expliqué qu'il était en train de s'organiser pour légalement voler l'argent des recettes, alors tout ont pris peur, surtout Kina dont la famille avait investi dans Attract. Han Sung-il lui a expliqué, ainsi qu'à ses parents, qu'ils allaient se retrouver endettés, que leur seule chance de s'en sortir à toutes était de signer avec la Warner, qui avait proposé de les racheter, ce qui aurait sauvé le groupe, mais que ce fou de Jiaji, ne pensant qu'à ses intérêts, avait refusé. Elle va déclarer que personne n'a compris pourquoi il avait refusé le rachat. Après tout le monde était gagnant, même Attract. À ce moment, parents et enfants pensaient que Han Sung-il et leurs employés étaient de simples employés d'Attract. Ils n'avaient jamais entendu parler de The Givers et ils ne savaient pas qu'ils faisaient partie d'une entité différente qui collaborait avec Attract. Donc ils pensaient qu'Han Sung-il, l'employé B et l'employé C n'avaient rien à gagner à leur dire tout ça et que c'était de gentils lanceurs d'alerte qui voulaient simplement les prévenir de la catastrophe qui s'annonçait. Jamais une seconde, ils ont pensé que tout ça pouvait être des mensonges. Alors quand Han Sung-il leur a annoncé qu'il n'y avait qu'une seule solution, casser leur contrat d'exclusivité pour rejoindre la Warner, ils l'ont cru. Elle explique qu'il les avait rassurés, qu'il avait été catégorique, briser leur contrat ne serait qu'une simple formalité, qu'elle gagnerait à coup sûr avec les fraudes de Jiaji et que c'était juste une question de temps. Il leur avait même expliqué la marche à suivre et quoi dire dans leur plainte. Et comme elles avaient besoin de temps pour préparer cette plainte, Han Sung-il leur avait même fourni un faux test positif au Covid qu'il avait fait envoyer à Jiaji par le biais de Sina. Et ça, sachez que ça a été prouvé par des journalistes en étudiant le bornage au moment de l'envoi du message. Elle avait borné tout à côté de chez Han Sung-il, très loin du dortoir des 50-50. Pendant ce temps, les parents avaient pris un avocat accusant Attract à tort d'avoir voulu forcer Aran, celle qui a été opérée, à reprendre le travail trop tôt et pour avoir détourné l'argent des recettes à son compte. Et donc, avec les déclarations de Kina, il n'y a plus aucun doute quant à qui dit vrai, selon les netizens. C'est bien Jiaji, et les internautes vont saluer la démarche de Kina et même son courage. Avoir tout avoué et reconnu ses erreurs même 4 mois après, c'est déjà bien. Ils sont même enchantés de son retour. Comme on dit, faut avouer, à moitié pardonner. On pouvait à l'époque lire des commentaires du style « Si le PDG lui a pardonné, nous devrions le faire aussi. Elle est jeune et impressionnable. Puisqu'elle s'est excusée, c'est au parti concerné de décider. » Ou encore « Waouh, le PDG est aussi indulgent que Bouddha. » Ou encore « Choisissons de nouvelles chanteuses, réenregistrons Cupid et commençons la promotion à l'étranger. » Et si Jiaji a accueilli Kina à bras ouverts, c'était néanmoins trop tôt selon lui pour discuter des activités futures du groupe. À ce moment, il est lui aussi épuisé, aussi bien moralement que physiquement. Il ne sait plus s'il veut continuer, mais finalement, il va se ressaisir et avec le soutien des netizens, il va décider que non, il va continuer. Hurrah pour nombre de netizens. Kina va de son côté supplier les 3 autres de faire comme elle. Il n'est jamais trop tard pour faire amende honorable. Elle va essayer de les convaincre, leur expliquer qu'elles ont été manipulées, que dans le fond, elles ont mal agi, mais que le responsable, c'est Han Sung-il et The Givers. Et c'est là une chance inouïe pour les 3 autres membres du groupe. Mais elles vont refuser, et même continuer de se plaindre d'Attract et de son PDG. Elles décident donc de continuer les poursuites, et là, trop c'est trop pour Jiaji. Elles veulent casser leur contrat d'exclusivité, eh bien, soit. Il va donc toujours en octobre leur envoyer un avis de résiliation de leur contrat d'exclusivité. Vous voulez partir ? Eh bien, partez. Je vous libère. Oust, du balai les sorcières. Et il ne va pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'il va se remettre au travail. Il décide de créer une nouvelle formation. Kina, dès lors, sera la seule à représenter le groupe aux événements en attendant. Et le simple fait
que JHJ ait demandé jusqu'au bout aux filles de revenir, alors qu'il savait qu'elles avaient complété dans son dos, a été la preuve pour nombre de netizens que c'est vraiment quelqu'un de bien. En gros, il a dit « The Givers vous a manipulé, vous avez été appâté par les sirènes de la Warner, je veux bien passer l'éponge, encore une fois, allons de l'avant. » Et c'est pas tout le monde qui aurait tendu la main à Judas. Il y a des chefs d'entreprise, s'ils n'ont pas confiance en leurs salariés, ils veulent pas continuer, et ils ont raison. Et manque de bol pour les 3 filles, 1 mois plus tard, soit 5 mois à peine après le dépôt de leur plainte, l'enquête sera classée sans suite par les autorités qui estiment qu'Attract a bien respecté les termes du contrat, contrairement à ce qu'elles avaient avancé. Et ce qui ne va pas arranger leur réputation, c'est que les netizens apprendront que leurs parents avaient même tenté de s'approprier la marque stylisée des 50-50. Mais Attract a été en mesure de bloquer leur tentative éhontée de copyright en prouvant que c'était là sa création, remportant ainsi les droits aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon et en Chine. Remarquez à quel point tous ont essayé d'enlever jusqu'au caleçon de JHJ. Alors moi, je me suis dit, c'est bien beau de sélectionner les meilleurs, mais les valeurs morales, elles doivent aussi faire partie du package. Comme j'ai lu dans un commentaire, même un animal est reconnaissant de la main qui la nourrit. Je me suis posé des questions sur les valeurs morales de ces filles. Avoir malgré tout continué de vouloir absolument, et je parle des 3, à la lumière de tous ces éléments, continuer de planter dans le dos le mec qui a sacrifié ses économies pour elle, qui a mis sa vie entre parenthèses, qui a risqué un endettement à vie pour les lancer, et tout ça parce qu'elles espéraient encore avoir le privilège de rejoindre la Warner. J'ai trouvé ça fou, et pas correct. Elles étaient prêtes à le faire coûte que coûte, même s'il fallait enjamber le cadavre encore frais de JHJ. C'est cruel. Puis j'ai appris qu'elles avaient été sélectionnées par Han Sung-il. Je me suis dit, ah bon, tout s'explique. Toutes, sauf une seule, avait été sélectionnée et intégrée par JHJ. C'était Kina. Et d'ailleurs, Han Sung-il, qui avait promis que cette plainte aboutirait à coup sûr et qu'il serait toujours de leur côté, eh bien devinez quoi, il a pris la poudre d'escampette lorsqu'il a vu que les choses dégénéraient et que JHJ démontait un à un les arguments des filles. Et ce, avant même que Kina ne prenne la parole. Bye bye les filles et bon courage. Mais n'allez pas croire que JHJ s'est arrêté en si bon chemin. Il a à son tour contre-attaqué en assignant tout le monde en justice. Les 3 idoles, leurs parents, les employés ainsi que le PDG de The Givers. À eux maintenant de rendre des comptes. Et si Saina, Sio et Aran sont reconnus coupables, elles risquent d'être condamnées à payer plusieurs millions de dollars de dommages et intérêts. Et combien de vies faudrait-il à nous communs des mortels pour rembourser une telle somme ? Et donc, en plus d'être passée à côté du succès par cupidité, elles risquent l'endettement à vie. Et il en est de même pour leurs parents, ainsi que pour The Givers. Sachez que Seana, Sio et Aran ont malgré tout leurs supporters qui estiment que ce n'est pas de leur faute, qu'elles ont été manipulées et que leurs parents auraient dû, du fait de leur âge, mieux les conseiller. Que ce sont eux qui ont été cupides, en n'arrêtant pas la procédure à temps, et que dans le fond, elles méritent une seconde chance. Ce à quoi les détracteurs ont répondu que la gratitude, à 18-21 ans, tu es déjà censé l'avoir. C'est pas quelque chose qui apparaît soudainement à l'âge adulte. À ce jour, elles continuent malgré tout leur poursuite et elles continuent de s'entraîner dans l'espoir qu'une maison de disques ne les lance à nouveau, puisque oui, Warner et The Givers se sont complètement détournés d'elles. C'était 50-50 qui les intéressait, pas elles. Et avec cette nouvelle réputation ô combien mauvaise, pas sûr que quelqu'un ne veuille prendre le risque de les lancer. Et tic-tac, dans le monde impitoyable de la K-pop, vous êtes périmés à la vitesse de la lumière. La moyenne d'âge des idoles à leur lancement en ce moment, c'est entre 14 et 17 ans. Bien moins que dans les années 2000. Quant à JHJ, il a finalisé les auditions, d'autres membres vont bientôt rejoindre Kina, et donc le groupe sera bientôt de retour avec une toute nouvelle formation, et croyez-moi, elles ont été nombreuses à tenter leur chance. Mais qui nous dit que cette nouvelle formation aura la chance de ses débuts ? Une majorité de netizens souhaite à JHJ un bon et heureux retour sur la scène de cette industrie cruelle qui a failli l'avaler tout cru. Et dernière chose, et non des moindres, il apparaît que c'est quelque chose d'assez courant pour les petites agences qui est arrivé à Attract. Un projet de loi a été lancé, appelé 50-50,
visant à protéger les petites et moyennes agences du secteur de la culture et des arts populaires. Le projet de loi espère ainsi protéger les droits de ces agences tout en établissant un ordre commercial équitable dans l'industrie. Ce projet de loi vise à apporter une solution à l'absence actuelle de voie légale pour aider les petites agences à lutter contre des influences extérieures telles que la persuasion d'artistes afin qu'ils rompent illégalement leur contrat. JAJ a remercié le député à l'origine de ce projet de loi. Il a déclaré « Je suis reconnaissant de voir qu'un projet de loi est proposé pour protéger les agences contre les interventions injustes de forces externes, telles que le vol d'artistes ou la manipulation qui sont monnaie courante dans l'industrie du divertissement. À l'avenir, la loi 50-50 contribuera à créer un environnement de concurrence équitable, veillant à ce que les efforts acharnés des petites et moyennes agences ne soient pas vains. » Fin de citation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-nous ce que vous avez pensé de toutes ces folles histoires, finalement, en barre de commentaires. Pensez-vous que les filles sont des traîtresses ou qu'on devrait leur accorder des circonstances atténuantes et leur laisser une deuxième chance? C'est dommage pour elles sont vraiment passées à côté d'une carrière folle, avec un PDG qui ne leur faisait pas vivre un enfer comme c'est le cas de beaucoup dans cette industrie. Tant pis pour elles. Et je souhaite beaucoup de succès à la nouvelle formation des 50-50. Voilà, encore une fois, no hate en commentaire pour les fans de K-pop qui passeraient par là. Ce n'est pas utile. Comme toujours, les amis, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, les YouCream Sisters, à nous écouter sous forme de podcast si vous le souhaitez. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCream pour une autre triste histoire, les amis.